BFM Business. Midi, l'heure H. Toute l'info éco en 60 minutes. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. On est ensemble pendant une heure avec Guillaume Paul. Bonjour Guillaume. Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous. Avec nos experts et notre éditorialiste Patrick Coquidé. Patrick, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Au menu, l'ultimatum de Pierre Gattaz qui menace sur la loi El Khomri. Le MEDEF pourrait boycotter les négociations sur l'assurance chômage. Eh bien, on en parlera avec notre invité, la ministre de l'économie réelle. Et oui, ça existe. Erika Barèche, avec elle évidemment on parlera de discrimination et ce dans le cadre de la loi égalité et citoyenneté. Sinon, la valse des patrons a battu des records en 2015. Selon une étude de PwC, est-ce que c'est une bonne chose? Quel enseignement peut-on en tirer? Eh bien, le coup de fil du jour, il sera passé à Loïc Dessin. Il est directeur général de Proxinvest. Pour l'instant, les titres avec Guillaume. Écoutez, effectivement, c'est la grande question du jour. À quoi joue le MEDEF justement sur cette loi travail? Pierre Gattaz, effectivement, vient de le dire. Non, il n'appelle pas au retrait du texte, ce que beaucoup lui demandaient pourtant en interne. Par contre, il menace effectivement de prendre en otage une autre négociation, celle de l'UNEDIC. Quelle est sa stratégie? On essaiera de voir ça effectivement dans un instant. Sinon, chez Yahoo, le grand dépeçage va peut-être bientôt commencer. Il se trouve que les candidats au rachat éventuel de Yahoo avaient jusqu'à hier soir pour se faire connaître. Qui pourrait être intéressé et pourquoi faire finalement chez Yahoo? On posera la question à Frédéric Simotel dans quelques minutes. Et puis ça a été un des gros succès pubs des années 2000 en France. Vous savez, les pubs Evian qui mettaient en scène des bébés en roller, des bébés qui rappent, des bébés à la piscine. La campagne Evian va rebondir. Nouveau spot dévoilé ce soir. Les bébés Evian, mine de rien, ça fait 18 ans que ça dure. Et ça ne se démode absolument pas. Voilà pour le journal qui débute tout de suite. BFM, il est 12h02. À quoi joue donc le MEDEF sur la loi travail? Pierre Gattaz, en tous les cas, n'a pas appelé ce matin au retrait du texte, mais il s'est voulu menaçant. Pierre Gattaz, justement, qui sera notre invité jeudi soir dans le RH. Et pourtant, c'est vrai que beaucoup en interne lui demandaient au MEDEF cette fois de taper du poing sur la table. Mais Pierre Gattaz, effectivement, l'a dit, non, si rien ne bouge d'ici 3 semaines, non, il ne réclamera pas l'abandon pur et simple du texte. Par contre, il menace de se retirer d'une autre négociation, celle de l'UNEDIC. Elisabeth Hu, vous êtes sur place au siège du MEDEF pour BFM Business. Pierre Gattaz donne 3 semaines au gouvernement pour rectifier le tir sur la loi travail, une loi dont la version actuelle est désormais inacceptable et insupportable pour l'organisation patronale, qui pointe du doigt des dizaines de petites mesures rajoutées au fil des débats et qui ne font qu'accroître la complexité du marché du travail. Des petites mesures, mais également et surtout 3 gros obstacles qui sont des casus belli pour le MEDEF qui réclame leur retrait, l'obligation des mandats syndicaux, le compte personnel d'activité et la surtaxation des CDD. Si le contenu de la loi n'est pas redressé d'ici au 9 mai, le MEDEF en tirera toutes les conséquences, c'est-à-dire qu'il réclamera le retrait complet de la loi et qu'il quittera la table des négociations, notamment sur l'assurance chômage, dont les discussions sont toujours en cours. Alors Pierre Gattaz se défend de tout ultimatum, même si cela y ressemble fort. Il préfère employer l'expression de mise en garde officielle, une position qui semble avoir fait l'unanimité hier lors du Conseil exécutif du MEDEF, un MEDEF qui veut se présenter uni pour tenter de peser sur l'avenir de cette loi. Voilà, Elisabeth Hu en direct du siège du MEDEF pour BFM Business. Bonjour Patrick Coquidé. Bonjour. Question toute simple, qu'est-ce que vient faire l'assurance chômage là-dedans? Parce que c'est une autre négociation. Pierre Gattaz menace de se retirer de cette négo alors qu'on l'attendait vraiment sur la loi travail finalement ce matin, Patrick. Oui, mais à part s'offusquer et gesticuler, le patronat n'a pas d'autre arme pour se faire entendre sur la loi El Khomri. Ce sont quand même les députés qui votent la loi en France. En revanche, sur l'assurance chômage, il s'agit d'une négociation qui relève de leur responsabilité, enfin du moins pour ceux qui signent d'ordinaire les conventions UNEDIC, c'est-à-dire MEDEF, CGPME, CFDT, CGC, CFTC. Or, l'actuelle convention qui prévoit les règles d'indemnisation des chômeurs vient à expiration fin juin. Il faut donc en renégocier une avant, et c'est ce qu'ont commencé à faire les partenaires sociaux depuis février. Mais il faut reconnaître que les négociations n'ont pas beaucoup avancé à cause des polémiques sur la loi El Khomri. Mais le gouvernement n'est pas absent de cette négociation, même si c'est le paritarisme. Non, parce que c'est lui qui juridiquement doit agréer la convention en juin prochain pour qu'elle puisse s'appliquer au 1er juillet. Et c'est là que la menace de Pierre Gattaz peut être efficace, car si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, ou si le patronat quitte la table des négociations, ce sera au gouvernement de décider seul des nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs. Ça, c'est pas vraiment un cadeau, parce qu'à ce moment-là, ce serait plus aux partenaires sociaux d'assumer les décisions difficiles, mais au gouvernement, et à moins d'1 an la présidentielle. Alors il faut quand même rappeler que le déficit de l'UNEDIC avoisine
4 milliards par an et que le gouvernement Valls a promis à Bruxelles 800 millions d'économies annuelles sur l'indemnisation des chômeurs dans le cadre du programme de stabilité budgétaire. Donc, ce qui signifie immanquablement une révision à la baisse des règles d'indemnisation de certains chômeurs. Hein. Et c'est aussi pourquoi Manuel Valls a annoncé la semaine dernière une taxation accrue des CDD, parce que selon l'UNEDIC, un point de cotisation en plus sur l'intérim et les CDD, ce serait 400 millions de gagnés, soit la moitié des économies. Donc finalement, dans cette partie de bras de fer, MEDEF n'est pas celui qui a le plus à perdre. Et puis il y a la question des intermittents aussi, Exactement. qui est en train de monter. Sacré dossier. Exactement. Merci beaucoup Patrick Coquidet. Sinon, on vous le dit, si par hasard vous ne l'avez pas entendu depuis hier soir, mais il y aura une nouvelle grève à la SNCF le 26 avril, c'est-à-dire mardi prochain. Pour le coup, les syndicats qui veulent faire pression sur la direction alors qu'ont lieu en ce moment des négociations sur les conditions de travail, précisément, des cheminots. En Équateur, pendant ce temps, le bilan continue de s'alourdir. On parle désormais d'au moins 413 morts, 3 jours après le tremblement de terre survenu donc samedi soir. Les recherches continuent, bien sûr, pour essayer de trouver encore des survivants. Certains ont d'ailleurs été extrait des décombres au cours des dernières heures. BFM, il est 12h06 et l'on reparle de Panama Papers. Panama Papers qui a failli faire chuter un nouveau chef de gouvernement hier soir, en l'occurrence le gouvernement maltais. Ah, l'affaire avait déjà fait tomber le gouvernement islandais, vous en souvenez, il y a 15 jours. Hier soir, c'est à Malte que ça a tangué. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que l'un des ministre des Transports, avait vu son nom émerger des fameux listings. L'opposition, du coup, a déposé une motion de censure, mais finalement, elle a été rachetée hier soir lors du vote solennel du Parlement. 12h06 sur BFM Business, on va passer à l'actualité des entreprises et on va s'intéresser cette fois à l'avenir de Yahoo. Avenir qui s'est peut-être joué en partie hier soir. Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour. On sait que Yahoo n'y arrive plus, Yahoo est à vendre, soit en entier, soit en morceaux. Il se trouve que les prétendants avaient jusqu'à hier soir pour se faire connaître auprès de la direction. 2 questions en fait Frédéric. 1, qui peut intéresser, par quoi ? Et 3e question, pourquoi faire finalement? Qu'est-ce qu'on peut encore faire de Yahoo aujourd'hui? Alors les prétendants, au départ, ils étaient une quarantaine à avoir regardé le dossier, puis finalement, ils sont une poignée vraiment à s'y intéresser de plus près et être prêts à racheter Yahoo. Le premier, c'est Verizon, l'opérateur télécom, pour fusionner les activités de Yahoo, la messagerie, le moteur de recherche, la publicité, avec son propre service AOL. Verizon, c'est 112 millions d'abonnés mobiles, donc on imagine, voilà, il pourrait rattraper tout ce que fait Yahoo sur Internet pour voilà, faire enfin du mobile Internet et rattraper ses concurrents. Il espère aussi récupérer les 35% de Yahoo Japon. Autre groupe intéressé, le Daily Mail, mais il lui faudrait des fonds. Et puis il y a d'autres fonds aussi qui sont intéressés, c'est Bain, c'est TPG Advent. Et puis en embuscade, il y a peut-être Microsoft qui se verrait bien aussi récupérer quelques activités sur les moteurs de recherche et la pub. Google a acheté l'éponge, et tous les autres groupes ont jeté les éponges. Ce qui reste, eh bien, il faut se rappeler que dans les années 90, Yahoo c'était le portail Internet par excellence. Il a raté les rachats de Google, de Facebook, de YouTube, faut le rappeler. Et puis à trop répartir ses investissements, mais il a pas su se concentrer sur ses forces. Donc 2 parties aujourd'hui principales qui intéressent les acquéreurs. La partie Internet, donc moteur de recherche, messagerie, le portail, la publicité. Et les participations, 15% dans Alibaba, il faut le rappeler, d'une valeur de 30 milliards de dollars. Et oui, ça attise beaucoup de convoitises. Et puis 35% dans Yahoo Japan. Donc la valeur totale du groupe, c'est 34,7 milliards. Mais surtout, c'est surtout les participations. Alors pour la seule partie Internet, Yahoo voudrait en avoir 10 milliards, mais la valorisation sur le marché, c'est plutôt 6 milliards. Donc on attend les prochaines heures pour de nouvelles avancées. C'est là qu'on va faire monter les enchères, effectivement. Merci beaucoup Frédéric Simotel. Sinon, apparemment, en 2015, il faisait pas bon être patron. C'est ce que nous dit aujourd'hui une étude du cabinet PwC. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que sur les 2500 plus grands groupes cotés aujourd'hui en bourse, eh bien 17% ont changé de président l'an dernier. Ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas vu un taux de remplacement aussi élevé. Ça s'explique notamment par le fait qu'il y a eu beaucoup de fusions-acquisitions. Mais on en reparlera effectivement dans le coup de fil, dans une dizaine de minutes. Maison du Monde, vous connaissez sans doute Maison du Monde, le magasin d'ameublement. Eh bien, on a appris ce matin que le groupe allait entrer en bourse. En tout cas, il vient de lancer le processus pour entrer en bourse. L'objectif, ce sera de lui permettre de lever des fonds pour continuer à se développer du côté de l'Europe. Et puis alors, on a eu hier soir des chiffres du côté de Netflix. Vous savez qu'elle est l'un des géants aujourd'hui de ce qu'on appelle la VOD. Eh bien, les chiffres du dernier trimestre sont encourageants. Netflix continue de recruter des abonnés, pas de problème. Par contre, les projections des prochains mois sont beaucoup plus difficiles à encaisser pour les marchés. Il faut croire qu'apparemment, la concurrence sur ce créneau commence à devenir vraiment très très forte. Stéphanie Roy. Au premier abord, la publication du service de vidéo en streaming est plutôt encourageante. Près de 7 millions
de nouveaux abonnés en un trimestre. Un record qui porte le nombre total d'abonnés à 81 millions. Il faut dire que le groupe est présent quasiment partout dans le monde. Le bémol ? Les prévisions du groupe. Il n'anticipe que 2,5 millions de nouveaux utilisateurs au deuxième trimestre. Un sacré ralentissement. Et cela inquiète bien sûr les investisseurs. Des investisseurs qui misaient beaucoup sur la croissance du nombre d'abonnés à l'international, en particulier depuis le lancement dans 130 pays supplémentaires en janvier. Mais cette conquête va prendre du temps et nécessiter encore des milliards de dollars d'investissement, avec toujours le risque de voir apparaître de nouveaux concurrents. On pense bien sûr à Amazon, qui a montré de grandes ambitions en dévoilant hier une offre équivalente à Netflix sur la vidéo en ligne. Stéphanie Roy, la fusée Ariane 6, elle ne sera tirée qu'à partir de 2020, mais Ariane Espace l'a dit ce matin, elle veut commencer déjà aujourd'hui à vendre ses services. C'est le patron d'Ariane Espace qui l'a dit. Il a rappelé ce qui sera l'argument de vente finalement d'Ariane 6, des coûts qui seront inférieurs pour les clients de 40 à 50% par rapport à Ariane 5. Question du coût qui, vous savez, est absolument centrale avec la concurrence de plus en plus forte, notamment du lanceur américain, le fameux SpaceX aujourd'hui. 12h11, on poursuit avec France Télévisions où l'ambiance doit être assez tendue. C'est aujourd'hui que les salariés votent pour ou contre la motion de défiance déposée à l'encontre de Michel Field, le directeur de l'Info. Et si elle était adoptée, cette motion, ça serait une très mauvaise nouvelle pour Delphine Ernotte, la nouvelle patronne du groupe, parce que c'est elle qui a choisi Michel Field. En tout cas, ça sera un test important aujourd'hui pour celle qui a déjà lancé par ailleurs pas mal de chantiers. Simon Tallenbaum. À tous les étages du paquebot, les choses bougent. Le départ de Julien Lepers n'était qu'un amuse-bouche. À la rentrée, les programmes seront profondément remaniés, à l'image des après-midi de France 2, revus de fond en comble, ou des magazines largement renouvelés. Les changements opérés par Delphine Ernotte visent aussi à améliorer la santé financière de l'entreprise, avec des économies sur les coûts de fonctionnement, des renégociations des contrats avec les producteurs et des nouvelles recettes, avec l'accélération de la production en interne, la refonte des activités de distribution de films et de séries ou le lancement d'une offre de vidéos payante sur Internet. Et puis, il y a l'info, le sujet qui cristallise aujourd'hui les tensions en interne, que ce soit le nouveau dispositif pour la couverture de la campagne présidentielle ou le projet de chaîne d'info en continu. Des dossiers éminemment politique qui risque de valoir à Delphine Ernotte son premier avertissement. Simon Tannenbaum, allez, midi 12, on va quand même aller faire un petit tour du côté des États-Unis parce que vous savez qu'il y a primaire la nuit prochaine, primaire dans l'État de New York. Primaire très importante pour les deux favoris, Hillary Clinton, Donald Trump. Ils ont beau être loin devant, ils ont encore besoin d'une grosse victoire la nuit prochaine pour vraiment se détacher de la concurrence. À New York, pour BFM Business, on retrouve Mathieu Kouache. Donald Trump a besoin d'une victoire, mais plus que ça, il a besoin d'écraser ses adversaires et d'obtenir plus de 50% des voix. Cela lui assurerait la totalité des délégués en jeu. Trump qui dénonce un système corrompu au sein du Parti républicain et qui a besoin de faire un sans faute jusqu'à la fin de la primaire s'il veut obtenir l'investiture avant la convention du parti en juillet. Il est ici à domicile, les New-Yorkais connaissent tous Donald Trump et il devrait en profiter pour relancer sa campagne qui est en difficulté depuis plusieurs semaines. C'est le même enjeu pour Hillary Clinton, elle a perdu 7 des 8 dernières primaires et elle a besoin de battre Bernie Sanders ici dans l'État où elle a été sénatrice près de 10 ans. Elle compte notamment sur le vote des Afro-Américains, très nombreux dans la ville de New York, mais en face, Bernie Sanders ne faiblit pas. Il a même donné le plus gros meeting de sa campagne dimanche dernier devant quasiment 30 000 personnes réunies à Brooklyn. Les New-Yorkais, eux, n'ont pas l'habitude d'être autant sollicités. Généralement, mi-avril, les deux camps ont déjà choisi leur candidat. C'est la première fois depuis des décennies que le choix des New-Yorkais aura autant d'importance dans une primaire. Mathieu Kouache à New York pour BFM Business. Tenez, dans le genre feuilleton à tiroir, on n'a pas les primaires républicaines, mais on a l'Olympique de Marseille parce qu'on l'a appris tout à l'heure et finalement c'est quelque chose auquel on s'attendait. L'entraîneur Mitchell, l'entraîneur espagnol, a été limogé, débarqué, démis de ses fonctions par la présidente du club Margarita Louis-Dreyfus. Cela à 4 journées de la fin du championnat seulement. Elle sera remplacée pour ces 4 derniers matchs par un tandem composé de Franck Passy et de Basile Boli. Un petit coup d'œil sur la bourse de Paris qui pour l'instant est en légère hausse. On gagne 1,2%, 4560 points pour le CAC 40. Marché bien orienté depuis quelques heures. D'ailleurs, il faut le dire, Wall Street aussi est bien orienté. Hier soir, sachez que le Dow Jones a terminé au-dessus des 18 000 points. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que mine de rien, ça ne lui était pas arrivé depuis juillet dernier. Marché donc très bien orienté. Voilà, midi un quart, l'orage continue.
La Dream Team dans un instant, et puis on parle de ces patrons qui ont pas mal valsé. Justement, 17% des patrons des 2500 plus grands groupes ont été remplacés l'an dernier, Edwige. Et oui, on en parle avec, c'est une étude ce matin de PwC, on en parle avec Loïc Dessin, vous êtes directeur général de Proxinvest. Sinon, la Dream Team est avec nous, Marie-Claude Roy et Pierre Kupferman. Bonjour. Bonjour Edwige. Bonjour Guillaume. On vous retrouve d'ici quelques minutes, à tout de suite. BFM Business, l'heure H, toute l'info éco en 60 minutes. Tous les jours sur BFM Business, à 9h, les experts. Débat, controverses et pédagogie. Faites le plein d'arguments pour la journée avec Nicolas Dose et ses experts. Économistes, dirigeants, entrepreneurs confrontent leurs opinions sur les sujets à la une de l'actualité. Les experts avec Nicolas Dose, tous les jours, 9h, 10h sur BFM Business. Breitling, instrument pour professionnels. Ne vous contentez pas de constater les mouvements des marchés. Anticipez-les. Bénéficiez des meilleurs outils de recherche, d'informations exclusives et d'analyses d'experts. Investissez différemment avec IG. CAFPI, expert conseil en prêt immobilier. BFM Business, midi, l'heure H. Toute l'info éco en 60 minutes, Edwige Chevrillon, Guillaume Paul. Vous êtes toujours dans l'orage avec Guillaume Paul. Tout de suite, le coup de fil du jour. À propos de cette valse des patrons qui, figurez-vous, a battu des records dans le monde en 2015. On en parle avec Loïc Dessin. Il est directeur général de Proxinvest. Loïc Dessin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va rappeler, c'est une étude donc de PwC. 17% des 2500 plus grandes entreprises ont changé de dirigeant en 2015, du jamais vu. Et les départs forcés sont en hausse avec 75 patrons qui ont été tout simplement virés. Loïc Dessin, on sait que Proxinvest, vous battez souvent justement contre la rémunération notamment et les pratiques de gouvernance en France. Est-ce que vous dites une bonne nouvelle ou est-ce que ça va dans la logique des choses ? Non, c'est pas particulièrement une bonne nouvelle, ça va plutôt dans la logique des choses. J'ai l'impression que 2015 est une année, par exemple, exceptionnelle sur les fusions-acquisitions. Vous savez, par exemple, c'est l'année record de toutes les fusions-acquisitions. C'est logique dans un tel contexte qu'il y ait une rotation plus importante du nombre de dirigeants. Hein. Et j'aurais tendance à dire d'ailleurs que, 75 départs, c'est peut-être un record, mais ça ne fait que 3% de la population des hauts dirigeants. Donc on reste quand même sur sur une rotation qui est plutôt, qui est rarement conflictuelle. Les départs sont plutôt programmés ou se passent dans de bonnes conditions, mais rarement quand tout de même un dirigeant dehors. Et en même temps, Loïc Dessin, il faut faire attention effectivement à cette étude parce qu'on voit que c'est en Russie, au Brésil, en Inde, ce qui fait qu'il y a cette rotation qui s'accélère. Donc peut-être que le capitalisme n'est pas au même niveau qu'au niveau anglo-saxon. Tout à fait, c'est des pays qui ont eu une année 2015 tout de même assez compliquée. Donc en fait, c'est vrai que quand on met des dirigeants dehors, en général, les chercheurs le démontrent bien, le cours de bourse ou la performance a vraiment un gros effet. J'aurais tendance à dire que parfois la France peut se caractériser autrement. La performance de Christopher Weber n'était pas si mauvaise que ça, par exemple, quand il a été mis dehors. Mais et donc c'est pas forcément, on peut pas observer en France la même chose forcément qu'à l'étranger. Mais c'est des pays qui ont eu une année 2015 effectivement compliquée, ça peut être logique, oui. Ça dit quand même quelque chose effectivement sur le climat d'extrême tension qui règne au sein des grandes entreprises avec la recherche de profit immédiat quand même. C'est quand même révélateur d'une ambiance, d'une séquence, monsieur Dessin quand même. Hein. Ah oui, non, mais il y a de la pression. Tout le monde sait que la croissance mondiale est très limitée. Aller chercher de la croissance et de la création de valeur pour les actionnaires dans ce contexte, c'est très difficile. Ça crée des situations sociales
très tendu parce que parfois, effectivement, si on n'a pas de croissance, il faut aller réduire les coûts et ça passe parfois par des restructurations qui sont très compliquées à gérer en interne et donc des situations de tension tout de même assez extrêmes. Hein. Et également, je vous disais quand même, hein, le marché des fusions-acquisitions qui a été extrême avec plus de 4000 trillions de dollars hein, quand même en 2015 et forcément lorsqu'il y a autant de trésorerie sur les marchés prêts pour ce genre d'opérations et que ces opérations se réalisent, il y a une sorte de valse des dirigeants. Ça ne veut pas dire qu'ils partent sans rien. Hein. Enfin, vous voyez, si on regarde le CAC 40, ben, effectivement le marché français qu'on connaît mieux, mais on a par exemple en 2010, on a je crois 10 changements de dirigeants, ce qui est quand même beaucoup, c'est 25%. Sur les 10, bon, il y en a 2 liés à des fusions-acquisitions. Il y a quand même Alcatel, il y a également Lafarge, donc ça tourne quand même un peu. Ce sont des fusions-acquisitions. Après, on est, par exemple sur la France, on n'a pas beaucoup de départs forcés. J'en note surtout. On parle beaucoup de laboratoire des mers là, mais parce que c'est un fonds américain qui. Voilà, en ce moment on en parle. Après, mais sinon, voilà, on en a relativement peu. Enfin, je parlais de Sanofi, là, on était vraiment sur un cas de départ forcé. On a pas mal de transitions qui se passent pas mal, donc des départs planifiés. Hein. Enfin, vous avez vu Pernod Ricard, Danone, Casa, Crédit Agricole. Justement, c'est le dernier peut-être enseignement de cette étude, hein, c'est que près de 80% des recrutements se font en interne. Ça, c'est pas mal. Il y a moins de parachutage. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a toujours eu une majorité dans le monde d'ailleurs, en France aussi bien sûr, hein, mais de dirigeants recrutés en interne. C'est la voie préférée pour les 2/3 ou maintenant même pour les 3/4, j'ai l'impression. Donc, on préfère recruter en interne effectivement. Et en fait, bon, ça dépend aussi du type de société. Hein. Vous voyez bien, Pernod Ricard, on va aller chercher plutôt quelqu'un de la famille, alors qu'une société très managériale, on va peut-être aller plutôt chercher des managers expérimentés qui ont fait leurs preuves ailleurs. Merci beaucoup Loïc Dessin, directeur général de Prox Invest. Tout de suite, la vie IMO avec Marie-Cœur de Roy. Retrouvez la vie IMO avec Century 21, gestion locative et syndic de copropriété. BFM Business, l'heure H, la vie IMO. Bonjour Marie, rebonjour. Rebonjour. Alors, sur les marchés financiers, on entend beaucoup parler d'emprunts à des taux négatifs. Et la question qu'on se pose, est-ce que les emprunteurs pourraient pas eux aussi bénéficier de taux d'emprunt négatifs? Rêvons un peu, Marie. C'est une question qui peut légitimement se poser puisque figurez-vous qu'aujourd'hui c'est le cas en ce moment d'emprunteurs. C'est ça. C'est ça, d'emprunteurs danois et belges. Aujourd'hui, leurs banques les payent pour leur prêter de l'argent. C'est ce qu'on appelle donc effectivement des taux d'intérêt négatifs. Alors ces emprunteurs, ils en bénéficient aujourd'hui parce qu'ils ont souscrit des prêts à taux variables, des taux indexés sur ceux des banques centrales qui, comme vous le savez, si vous nous écoutez assez régulièrement sur BFM Business, ont en ce moment une politique ultra accommodante et un peu partout dans le monde. Résultat donc en bout de chaîne pour ces emprunteurs danois et belges, alors peu nombreux en ce qui concerne la Belgique, mais c'est symbolique. Il s'agit de crédits ouverts avant 2012, des crédits qui ne fixaient pas de limite à la baisse. Désormais, quand même, nous dit la presse locale, les contrats excluent dès le départ la perspective de ces taux négatifs. Alors, est-ce qu'on peut envisager ce scénario absolument idyllique dans lequel une banque française, nous payerait pour emprunter, Marie? Non. Vous avez envie de rêver. Hein. Tant qu'à faire. Je suis désolée. Hein. Non, ça marchera pas. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, c'est presque culturel, hein, mais en France, on pratique très peu le taux variable. Aujourd'hui, on estime qu'il représente environ 0,4% de la masse de crédit accordée. Et même dans les meilleures années, celles où les taux étaient relativement élevés, on a rarement dépassé une part de 20%. C'était en gros autour des années 2004-2005. Ensuite, pour ceux qui ont quand même opté pour ces taux variables, figurez-vous que nos banques sont visiblement beaucoup plus prévoyantes que leurs voisines, puisque les taux sont capés à la hausse comme à la baisse. Il leur arrive quand même parfois de déraper, mais elles s'en aperçoivent assez rapidement. D'ailleurs, c'est le courtier Vous Financer qui raconte qu'une banque vient tout juste de supprimer une offre. C'est un taux variable, visiblement très risqué, puisque c'était un taux à 0,85% sur 10 ans, avec une marge de plus 1. Moins 1%, vous voyez le problème. Oui. Du coup, la banque a décidé de l'annuler. Les banques qui peuvent de toute façon, quoi qu'il en soit, compter sur notre code civil pour protéger leurs intérêts, puisque figurez-vous qu'il oblige l'emprunteur aujourd'hui à rembourser au moins l'intégralité du capital emprunté. Et il faut dire, Marie, que c'est quand même, si le particulier il peut emprunter à un taux négatif, ça peut devenir quand même un peu douloureux pour le banquier, non? On comprend bien pourquoi c'est pas possible, parce que justement, Vous Financer s'amuser à caler les taux sur celui de l'Euribor. C'est le taux auquel les banques se prêtent entre elles et qui sert déjà en partie
partie de base pour calculer les taux d'intérêt sur l'immobilier. Euribor en négatif à moins 0,25% sur 20 ans. Concrètement, nous dit donc le courtier, vous financez pour un emprunt de 200 000 euros. Ça représenterait quand même un cadeau de la banque de 5 000 euros. Sympathique. C'est sympa. Mais comme je vous le disais, c'est un scénario purement fictif. Pas de cadeau à attendre de nos banques, même si, pour finir quand même sur une note positive, certains emprunteurs qui avaient opté pour le taux variable autour des années 2007-2008 récoltent quand même en ce moment les fruits de leur prise de risque avec des taux proches de zéro, alors qu'à l'époque, ils étaient plutôt de l'ordre de 4-5% à l'ouverture de leur crédit. Donc, une fois de plus, donc on leur donne pas de l'argent, mais on leur fait faire quelques Ça marche en Belgique et au Danemark, mais ça marche pas en France. Voilà. Merci Marie, en tout cas, de nous avoir avertis. On n'a plus qu'à émigrer. Retrouvez tout ça, bien sûr, laviimo.com, un site immobilier de BFM Business, comme tous les jours, midi 25, dans l'actualité de ce mardi. Le MEDEF qui fait monter la pression sur la loi travail, mais alors vraiment tout doucement. Pierre Gattaz n'a pas appelé ce matin au retrait du texte. En revanche, il l'a dit, si d'ici 3 semaines rien ne bouge, là par contre il menace de se retirer d'une autre négociation, celle sur les futures règles de l'assurance chômage, celle de l'UNEDIC. On entendra d'ailleurs Pierre Gattaz dans quelques instants dans le journal de midi et demi. Alors sinon, tenez, on va parler un petit peu de pub, parce que ça a été un des grands succès de la pub en France des années 90. Est-ce que vous vous souvenez, Edwige, des bébés Evian? Bien sûr. Les bébés Evian qui mettaient en scène les bébés partout, à la piscine, en train de faire du rap, de faire du roller. Et bien tout ça pour vous dire que les bébés Evian sont de retour. La marque Danone, qui est propriétaire, va lancer ce soir sa nouvelle campagne. 18 ans que ça dure et ça ne se démode pas. Hélène Cornet. Evian et les bébés, c'est une équipe qui gagne première apparition en 98 avec les bébés nageurs. L'objectif à l'époque est d'insister sur le côté source de jeunesse, l'eau incontournable des jeunes mamans. Le film lance la saga et c'est toujours aujourd'hui l'une des publicités préférées des Français. 10 ans plus tard, Evian met en scène les bébés rollers au cœur de Central Park, un univers très urbain qui s'éloigne de l'air pur des Alpes, destiné à internationaliser la marque. Le spot entre au Guinness Book des records avec 150 millions de vues sur le net. Succès phénoménal, répliqué avec la campagne Baby and Me. Cette fois, Evian s'impose comme un style de vie, un état d'esprit. En gros, l'eau nourrit la jeunesse du corps. En s'offrant enfin les services de Spider-Man, cette bande de bébés rieurs a une nouvelle fois affolé les compteurs du web. BFM Business, l'heure H, mise au net. Ce qui fait le buzz sur Internet, c'est évidemment avec vous, Pierre Kupferman, le patron de bfmbusiness.com. Aujourd'hui, on va parler de cette étonnante invention qui pourrait changer la vie de millions d'Africains. De quoi s'agit-il? Alors, d'une machine permettant d'offrir, écoutez bien, à des habitants donc, de zones rurales, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à l'Internet. Une sorte de triple play qui s'appuie uniquement sur l'énergie solaire. Voilà, la machine, elle fonctionne à l'énergie solaire. C'est une start-up italienne qui l'a mise au point. Il lui a fallu 3 ans pour y arriver. C'est un système assez sophistiqué qui s'appuie sur un super ordinateur, une petite centrale qui se présente sous la forme d'un cylindre de 40 mètres de long. Ça pèse quand même 15 tonnes et ça peut donc purifier, écoutez bien, jusqu'à 5000 litres d'eau par jour. Vous apportez de l'eau croupie ou même de l'eau salée, ça la désalinise. Et puis ça peut donner de l'électricité pour 3000 personnes, c'est quand même pas négligeable, et vous offrir une connexion Internet de bonne qualité. La question, c'est de savoir si évidemment c'est un prix abordable. Eh bien écoutez, le coût de fabrication de cette unité triple play est de l'ordre de 400 000 euros. Alors c'est pas donné, effectivement on voit mal comment une société privée pourrait rentabiliser un tel investissement dans des zones où a priori les habitants ont déjà du mal à se nourrir. Mais là, la start-up qu'il a mis au point, elle prévoit en fait de la vendre soit à des ONG, soit à des États, soucieux de sortir de la misère des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, ou alors au mieux avec des petits groupes électrogènes. Voilà, c'est vraiment un projet très ambitieux. Il faut savoir que l'Union européenne a apporté son soutien financier et au total, la start-up a bénéficié de 2 millions d'euros de subventions. Ce qui va lui permettre déjà de déployer quelques machines au Soudan, au Nigeria et même au Ghana. Et les particuliers qui le souhaitent peuvent également contribuer à ce projet avec le site de crowdfunding très connu qui s'appelle Indiegogo. Et les donateurs les plus généreux seront même invités à vérifier par eux-mêmes en conditions réelles le fonctionnement de ce système. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des innovations pour apporter l'électricité, mais à des prix moins élevés quand même, Pierre? Oui, avec quelque chose de très très basique qui a été mis au point en fait il y a 3 ans maintenant en Afrique par de jeunes ados et qui est maintenant repris par Oxfam et des universitaires de Bristol, je crois, enfin une université, l'université d'Angleterre de l'Ouest. Ils vont créer de l'eau en faisant pipi.
C'est-à-dire que vous mettez, me demande pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Oui, mais et ça, donc ils vont l'installer ouais, dans les toilettes. oui, C'est pas oui. drôle, hein, mais ils vont l'installer dans les toilettes qui sont installées dans les camps de réfugiés pour que quand vous allez satisfaire un petit besoin, ça éclaire l'ensemble des toilettes. Voilà, il y a plein d'idées.